Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier. Il y a des gens qui ne sont pas familiers avec OSGI ici, dans le sens qu'ils n'ont jamais entendu parler. Non, ok. Alors, bon, juste pour le rappel, c'est un framework Java qui permet de déployer des modules à chaud. Euh, Contrairement à ce que Java, maintenant je confonds, 9 a introduit, euh, Java 9 ne permet pas de faire des choses réellement modulaires en temps réel, enfin à chaud. C'est-à-dire que c'est un système de modules, mais qui, une fois chargés, ben, ils sont chargés et puis on ne peut plus rien faire avec. Et qui est utilisé dans plus d'industries qu'on pense en fait. EGI a une très forte présence en Allemagne, principalement dans l'industrie automobile notamment, euh, mais qui est vraiment utilisé beaucoup plus qu'on pense en fait. Donc voilà, ça c'est présent. Maintenant, au terme de GraphQL, j'aimerais aussi savoir qui ne connaît pas GraphQL ici en fait, qui n'a jamais entendu parler. D'accord. Il n'y a pas de honte, hein. Voilà. Ok, d'accord. Donc je passerai un peu plus de temps peut-être juste sur GraphQL. Donc GraphQL est un framework qui est totalement open source, mais c'est plus une spécification. Il y a aussi des implémentations. Mais c'est une spécification, c'est une alternative à REST. Et donc c'est GraphQL, dans le titre, il y a Graph Query Language. C'est pas, et il faut faire attention parce que beaucoup de gens, dès qu'ils voient GraphQL, pensent à SQL. C'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est plutôt une bonne idée de dire, bah, on oublie SQL, on pense surtout pas que Mais en fait, GraphQL, c'est une alternative à REST, aux API REST. Et c'est une spécification qui est née chez Facebook parce qu'ils avaient des besoins très simples, c'est qu'ils devaient pouvoir mettre tous leurs API et toute leur infrastructure là-dedans. Et très vite, ils ont eu des problèmes parce que ils ont énormément de services en back-end qui gèrent beaucoup de données. Et donc de pouvoir faire fonctionner ça sur des réseaux mobiles qui ne sont pas toujours disponibles ou des fois lents, des fois rapides. Et donc ils avaient bien sûr commencé comme tout le monde avec des appels REST et des choses comme ça et ça ne marchait pas. Et donc ils ont commencé à travailler sur une alternative qui est devenue GraphQL par la suite parce qu'ils ont cherché à la standardiser. Et ensuite, ils l'ont open sourcé. Et d'ailleurs, ils sont dans leur roadmap. Il est prévu de la soumettre à un organisme de standard réel. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle une spécification ouverte, libre de droit. Mais il est prévu d'en faire un véritable standard, comme des standards XML ou des choses comme ça. Donc, au niveau de Jaya, on fournit donc ce qu'on peut appeler un gateway GraphQL à l'intérieur du produit. Donc ici, on voit la couche Carafe, qui est donc la couche OSGI de Jaya, qui est à l'intérieur du produit. Et à l'intérieur de cette partie OSGI, on a le gateway GraphQL. Donc qu'est-ce qu'on entend par un gateway? Donc un gateway, c'est simplement un point d'accès unique dans lequel on peut accéder à tous les services GraphQL. Donc on a, contrairement à REST, on peut avoir plein de points d'entrée différents. On a un seul point d'entrée unique qui nous expose tout ce qui est disponible dans GraphQL. Et après, on a donc des extensions GraphQL qui peuvent être déployées dans le gateway. Maintenant, je vais juste parler un peu en termes d'historique sur GraphQL, parce que dans GraphQL, on va dire, comme c'est une technologie qui est assez jeune, il y a eu des erreurs de jeunesse. Et ces erreurs ont eu lieu à partir du moment où on s'est dit, eh bien, on veut intégrer différents systèmes dans le même API GraphQL. Et ben là, les gens ont essayé de faire ça en bidouillant un petit peu et ils ont fait certaines erreurs. Et donc là, la fédération, on va dire, c'est l'ancien. Pardon, le stitching, c'est l'ancien système et la fédération est le nouveau. Donc le stitching, je vais juste en parler rapidement. Donc c'était parti de l'idée de mettre ensemble plusieurs bouts d'API GraphQL, de les coller ensemble, si vous voulez, et puis d'en faire un API plus global. Mais quel est le problème? En fait, le problème de ça, c'est que en faisant ça, on crée une espèce de monolithe, c'est-à-dire, tout comme dans des kernels, on est en train de coller des bouts de code ensemble, et puis ça devient assez difficile de les rediviser ou de les maintenir.
Euh, on peut se retrouver en fait dans des problèmes qu'on essayait d'éviter, c'est-à-dire que comme on a collé des bouts d'API ensemble, eh bien tout d'un coup quand on dit bon ben en fait j'ai besoin de demander au premier une information que je vais ensuite demander au deuxième de me fournir, ben on se retrouve au lieu de faire une seule, je sais pas ce que c'est ça, au lieu de faire une seule requête, on se retrouve à faire deux requêtes vers GraphQL, ce qui est complètement l'opposé de ce qu'on cherche à éviter, enfin, de ce qu'on cherche à faire avec GraphQL. Aussi dû à ça, dû au fait qu'on a plusieurs fois de faire plusieurs requêtes au lieu d'une seule, on se retrouve à faire du code qui agrège les données au niveau du client GraphQL. Et en plus, ça veut dire qu'en termes de points d'extension, c'est-à-dire que vous allez voir ensuite avec du code, ce sera peut-être plus clair, enfin des exemples, vous allez voir qu'en fait, on peut étendre qu'au premier niveau avec du stitching. C'est-à-dire que si on a nos points d'entrée GraphQL, c'est que tout en haut de l'arbre qu'on peut rajouter des extensions. On ne peut pas en rajouter plus bas dans l'arbre, ce qui est un vrai problème. Donc si on regarde ce que ça donne avec un exemple, donc j'ai un premier type ici, qui est un type de film, avec un identifiant, qui est un ID, c'est généralement une chaîne de caractères, hein, c'est pas rien d'autre. Ensuite un titre, qui est aussi un string, un overview qui est un string. Et ensuite je définis donc le type query, c'est le type de haut niveau de GraphQL. Et là je dis, je vais exposer un champ de type query qui s'appelle movie by ID où je passe l'ID et je récupère le film correspondant. D'accord? Donc ça, jusque-là, il n'y a rien de problématique. Maintenant, plus tard, peut-être 6 mois plus tard, je me dis, j'aimerais bien aussi pouvoir obtenir les informations sur les acteurs qui jouent dans les films. Et donc je définis un nouveau type qui s'appelle acteur avec un identifiant et un nom. Et puis après, je dis aussi, que je peux récupérer un acteur par son identifiant ou récupérer une liste d'acteurs pour un film donné. Donc en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai créé au niveau du type query, j'ai rajouté des champs qui me donnent accès à ces nouvelles données qui sont venues plus tard ou qui ont été développées par une autre équipe. Alors ça fait qu'au final, je me retrouve avec mon type de haut niveau, donc le type query c'est le type le plus haut, qui grandit petit à petit, en fait, de plus en plus. J'ai de plus en plus de choses dans mon type. Alors, la problématique là, c'est que en fait, très vite on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on voulait. C'est-à-dire que ce que je voulais, moi, c'était d'avoir un film et sur ce film récupérer les acteurs. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai demandé le film, puis ensuite j'ai demandé les acteurs de ce film. Ce qui n'est pas forcément très intuitif et qui peut poser des problèmes de performance parce que, comme je vous ai dit, ça veut dire que je dois d'abord demander le film, puis ensuite je dois faire une deuxième requête en demandant les acteurs du film. Donc, l'idée de la fédération, c'est de construire des schémas GraphQL d'une manière un peu différente, avec ce qu'on appelle un graphe déclaratif. L'avantage, c'est que c'est plus facile. On avait déjà, en fait, au niveau du stitching, la possibilité de séparer les choses, parce qu'on les a en quelque sorte agrégées à la dernière minute, mais on conserve toujours la possibilité de séparer les choses. Oups, pardon. Par contre, l'avantage de la fédération, c'est comme vous allez le voir, ça devient beaucoup plus facile de l'utiliser. Parce qu'en fait, on va être plus proche de ce qu'on cherchait à obtenir en finale. Donc si on regarde notre exemple, donc là, il n'y a rien qui change. C'est exactement le même exemple que tout à l'heure. Mais avec la fédération, il y a quelque chose de nouveau. C'est l'extension de type. Donc maintenant, je peux dire, je veux étendre le type film que j'avais avant, et je lui rajoute un champ qui s'appelle acteur, et qui me retourne une liste d'acteurs. Et là, le type acteur lui-même n'a pas changé. Est-ce que ça va jusque-là? Ou est-ce que vous avez des questions? Non? D'accord. Parce qu'on va maintenant parler de la partie comment faire ça en Java et avec OSGI. Alors la première question, c'est pourquoi? Quel est l'intérêt? Donc, une des choses qui est vraiment intéressante, c'est que avec OSGI et avec Jaya,
on peut déployer des modules en fonction de ses besoins. Et donc de dire, ben, j'ai besoin de telle et telle fonctionnalité, même temporairement. On peut imaginer, il y a des gens qui utilisent ça par exemple pour le support, qui disent, ben, j'ai besoin de telle fonctionnalité parce que je dois diagnostiquer quelque chose, donc je déploie un module qui va m'aider avec le support et je l'enlèverai plus tard. Et donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est si on combine les deux, c'est-à-dire GraphQL et OSGI, ça veut dire qu'on peut déployer à chaud des API qui vont pouvoir utiliser de la fédération. Une chose qui est très importante, c'est que dans GraphQL, il y a quelques règles de base qu'il faut respecter. Pour faire GraphQL, on va dire, d'une manière, comment dire, propre. GraphQL se veut compatible de manière ascendante, c'est-à-dire que si vous avez défini une API à un certain temps, eh bien, si 2 semaines plus tard, vous voulez mettre à jour cette API, il y a certaines choses que vous avez le droit de faire, certaines choses que vous n'avez pas le droit de faire. En respectant ces règles, vous vous assurez de la compatibilité ascendante. Vous n'avez pas besoin de versionner vos API. Donc ces règles sont ne jamais enlever un champ. Si vous avez mis un champ sur un objet, il ne faut jamais l'enlever. Si vous avez un champ qui prend des paramètres, il ne faut jamais les changer. Si vous avez besoin de nouveaux paramètres, il faut rajouter des nouveaux champs. Et donc, en fait, en gros, ce qu'on garantit là, c'est que sur le temps, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai un client GraphQL, donc une application, par exemple, un JavaScript qui a été développé en début d'année, et puis que je fais des modifications à mon API GraphQL en août, eh bien, mon client, je n'aurai pas besoin de toucher à mon code client. Il va continuer de fonctionner si je respecte ces règles. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de versionner les schémas. Évidemment, à moins que vous voulez tout réécrire. Et puis là, dans ce cas-là, vous pouvez faire une version 2. Et puis l'autre chose, c'est que une autre chose qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment pas se dire ah ben mon API il est devenu trop gros, je vais le splitter en 2 API. Vous n'avez pas besoin de faire ça parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est dire eh bien dans mon implémentation de mon API, c'est au niveau de l'implémentation que je vais splitter, pas au niveau du schéma. Donc, je sais que c'est assez abstrait tout ça, donc on va pratiquer ça avec du code. Comme je vous ai dit, je ne vais pas coder de zéro, mais je vais vous montrer un scénario concret. Donc, on a dans ce scénario 3 modules qui sont développés par 3 équipes. Et donc, ils vont récupérer de la donnée de services en ligne, de base de données de films. Et donc là, on a choisi TMDB et IMDB. Donc on a la première équipe, l'équipe A, qui va créer l'API de base, donc avec un champ d'entrée TMDB, et sur lequel on pourra demander des films. Et puis on va retourner un objet de type movie. On a le team B qui lui, peut-être quelques mois plus tard, ou même en parallèle, va dire, en fait, nous on va travailler sur la partie de l'intégration avec les acteurs. Donc de dire, nous on va étendre le type movie avec les acteurs. Et puis le team C, par exemple, plus tard, ou quelques années plus tard, qui dit, finalement, c'est bien gentil, mais les informations du service TMDB, elles sont incomplètes ou pas suffisantes. Et donc on va intégrer un deuxième service de film avec toujours le même API. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer comment on fait de la fédération de services externes avec GraphQL. Donc, là j'ai des slides, mais je vais plutôt passer sur les exemples concrets. Donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est des modules Jaya. J'espère que c'est lisible. Vous arrivez au fond un peu à voir ou bien? Ouais, d'accord. Donc, en fait, ici, je définis une interface. Enfin, juste que vous voyez le début. Donc là, on a un module Jaya, on hérite dans le projet Maven, on hérite des modules Jaya standard, il n'y a rien de particulier ici. Au niveau des dépendances,
on a en gros des dépendances GraphQL, mais qui sont les mêmes que n'importe quel projet. Et puis, on utilise une librairie qui s'appelle TMDB Java, qui est donc une librairie qui implémente une API Java vers un service tiers de fil. Donc c'est juste un service REST. Et ensuite, ici, on définit une interface avec une méthode d'initialisation et deux accesseurs pour récupérer soit un film avec son identifiant, soit une liste de films. Et en fait, ici, on va récupérer un objet Java qui est fourni par l'API, donc qui s'appelle Movie. Ça, c'est pour la partie purement back-end, donc mon service que j'implémente. Ensuite, au niveau GraphQL, donc ici, on a une façon de déclarer des extensions GraphQL. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va déployer ce module, les annotations qui sont utilisées ici vont être reconnues par Jaya, qui va se dire « Ah ben ça, c'est une extension GraphQL, donc il faut que je l'intègre au gateway GraphQL. » Et on lui dit, donc, on lui passe ici la liste des extensions. Donc, la liste des extensions, c'est simplement des classes qui implémentent une interface d'extension. Et donc ici, ça c'est l'extension. Donc ici, vous voyez, ici on a des annotations GraphQL en Java. C'est très pratique. Ça permet de vraiment développer des API GraphQL très rapidement, un peu similaire à ce qu'on voit en REST. Donc là, on voit que ça c'est un champ de GraphQL. Il a le nom TMDB. Et la description, ici, ça c'est la description principalement pour les développeurs qui veulent apprendre l'API. Donc ils peuvent rapidement comprendre un peu le contexte. Et là, on retourne simplement un objet TMDB. Si on regarde cet objet, lui, il implémente, c'est vraiment très simple, hein, il utilise le service qu'on a déclaré tout à l'heure pour récupérer le film, ou les fils. Et donc, toujours la même chose, on a ces annotations qui nous permettent de rester, pour ceux d'entre vous qui travaillent avec du code régulièrement, c'est vraiment pratique parce qu'on peut rester concentré sur le code. On n'a pas besoin de s'amuser avec des descripteurs dans tous les sens. Et nous, d'ailleurs, chez nous, depuis qu'on utilise ça, on va très vite, quoi. Toutes les nouvelles API, toutes les nouvelles UI qu'on développe sont entièrement faites comme ça. Voilà, donc je crois qu'on peut commencer à tester. Donc là, je vais tricher un petit peu parce que je sais pas, enfin tricher pas vraiment, mais je sais pas si vous faites la même chose pour ceux qui développent leur propre module. Mais en fait, j'utilise le goal Jaya Deploy de notre module qui permet de déployer automatiquement dans mon Jaya le module. Donc on va juste lancer ça en espérant que j'ai pas de problème de réseau. Donc là, je compile simplement le module et je le déploie. Donc on va vérifier qu'il s'est bien déployé. Alors là, je sors tout plein écran, je pense. Et là, je vais aller dans l'administration. Et je vais vérifier ici. Voilà. Donc là, c'est un peu petit, je m'excuse, mais en gros, j'ai juste cherché mon module et je le vois qu'il est bien là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer... Alors là, je vais peut-être juste le faire comme ça. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, on a l'outil GraphQL. Je vais voir si je peux vous zoomer un peu ça. Plus. Voilà. Bon, là, j'ai triché, mais je vais déjà vous montrer. Donc, au niveau de la documentation, donc ça, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais c'est l'outil qui permet d'explorer les API GraphQL. Donc, il n'est pas spécifique au nôtre. Hein. Vous pouvez utiliser ça avec n'importe quel. Et donc, ici, on voit bien que j'ai mon nouveau champ TMDB qui est apparu. Ici, j'ai les différents API qui sont fournis par défaut dans Jaya. Et donc ici, je peux aller voir que j'ai bien mes deux accesseurs là, mes deux champs d'accès qui sont disponibles. Et ensuite, si je regarde dans mon film, j'ai les différents champs que j'avais déclarés.
Donc maintenant, ici, bon, bah, je l'avais fait avant, donc c'est pas drôle, on va le faire à la main. Alors un des trucs qui est vraiment génial avec GraphQL et GraphQL, c'est que c'est vraiment le côté pour l'apprentissage des API, parce qu'on a l'autocomplétion. Et donc je peux dire ici que je veux... moi, je dois vous avouer, c'est un collègue qui avait fait ce truc. Et donc moi je ne le connaissais même pas son API et, et juste avec GraphQL je peux très facilement faire les requêtes. Alors, donc là on va juste nettoyer un peu tout ça. Alors, si je peux faire comme ça, voilà. Et en fait ici il faut que je dise ce que je veux récupérer comme données. Donc un des grands avantages de GraphQL c'est que comme on est déclaratif, c'est-à-dire qu'on dit... Pardon, c'est pas juste, c'est title... et overview, voilà. Comme c'est déclaratif, on ne donne que les champs qu'on veut. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres champs, par exemple si j'enlève ça, l'overview, eh bien je ne vais récupérer que les données que j'ai demandées. Il ne va pas me donner plus que ça. Et donc l'intérêt de ça, c'est que si j'ai un champ par exemple qui est très coûteux en temps, qui va aller faire des requêtes compliquées ou faire des accès à des services différents, bah, tant que je ne le demande pas, je ne l'exécute pas. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc ici vous voyez, là on s'est vraiment connecté en live au service de films et on a récupéré une liste de films. D'ailleurs je crois que... Voilà, il y a El Camino là-dedans qui est sorti il y a je ne sais plus combien de jours. Et donc c'est vraiment du live. Donc ça c'est, on va dire, le premier service. Donc ça c'est la personne la première équipe qui a développé son service et ils sont contents. On peut aussi accéder à l'overview par exemple. Le champ overview là, voilà. Donc ça c'est la première équipe. Donc maintenant on va regarder le travail de la deuxième. Donc la deuxième, on avait dit, donc vous avez vu dans mon champ de film là que j'avais tout à l'heure, j'avais pas d'acteur en fait ici. J'ai pas accès à ça. Donc maintenant il faut juste que je retrouve la bonne fenêtre, voilà. Donc ma deuxième équipe, eux, ils vont créer un deuxième module, donc ils seront totalement indépendants de la première, enfin à part le fait qu'ils doivent quand même réutiliser une partie du code Java, parce qu'ils ne vont pas tout réécrire de zéro. Mais en fait, eux, donc, ils vont fournir une autre extension GraphQL, ici. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va... Alors là, c'est une contrainte au niveau du service. Le service est pas super, enfin l'implémentation Java est pas très bien programmée et pour récupérer les acteurs du film, on doit faire une deuxième requête. Mais bon, ça c'est plus spécifique au service qu'autre chose. Mais donc là, je récupère une deuxième fois le film et ensuite là, je peux récupérer la liste des acteurs et là, je crée donc un objet acteur en GraphQL. Et là, j'ai l'accès au nom. Et donc, ah oui, une chose qui est très importante, c'est qu'ici, je dis que j'étends, ça c'est l'équivalent du extend type qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, je dis j'étends le type GQL Movie. Ça c'est vraiment la partie clé de la fédération. Donc maintenant, si on build ça et on le déploie, je pense que vous aurez plus ou moins compris où on va. Et si ça marche. Voilà, alors. Donc là, la chose, c'est que GraphQL ne polle pas le schéma sans arrêt. Hein, donc il faut que je recharge pour qu'il recharge le schéma. Donc si ça a marché, ici, si je vais voir un film, voilà. Maintenant, vous voyez, j'ai mon champ acteur qui est apparu. Alors que j'ai deux modules, hein, j'ai vraiment séparé ça. Et donc ça veut dire que maintenant, je peux accéder aux acteurs sur mon objet movie. Et donc ça veut dire qu'ici, par exemple, si j'enlève l'overview, et puis j'utilise l'autocomplétion, on voit la description aussi, donc vous avez vu dans le code Java qui s'affiche directement. Et je peux ensuite... alors là, évidemment, il me dit, qu'est-ce que vous voulez récupérer sur les acteurs? Parce qu'il faut que je dise, là, j'ai que le nom que je peux récupérer, mais j'aurais pu avoir d'autres champs. Et si j'exécute ça... Alors c'est un peu plus long, parce que, comme vous avez dit, pour chaque film, je dois refaire une deuxième requête pour avoir l'objet plus précis. Mais voilà, vous voyez qu'on voit bien tous les acteurs pour les... Et ça, je vais juste revenir sur un des avantages de GraphQL, c'est que si j'avais fait ça en REST, il y a de fortes chances que ce que j'ai obtenu, ce soit ça.
Et ça, je vous explique pas la taille de la data qu'il y a derrière. Ça devient gigantesque. Et un des grands avantages de GraphQL, c'est comme on déclare ce qu'on cherche à obtenir en termes de requêtes minimum, on peut vraiment optimiser. Par exemple, si je voulais dire je veux juste les acteurs, même, ça m'est égal d'avoir les descriptifs des films, je peux aussi le faire. C'est un peu bizarre, mais je peux aussi le faire. Voilà, et donc comme je vous avais dit, imaginons un an plus tard, on se dit, bon, c'est très chouette, mais j'aimerais les ratings sur les films. Et les ratings, je les ai pas dans le service TMDB. Donc là, l'équipe 3 dit, nous, on va rajouter encore une extension, ici. Voilà, et donc c'est toujours le même modèle. Donc, le provider qui liste les extensions ici. C'est juste une liste qu'on retourne de cette classe-là. Et ensuite, ici, on implémente donc à nouveau une extension de type sur le type movie, donc le premier type de l'équipe A. Et ici, alors j'ai toujours mon TMDB service, ça c'est toujours à cause de la même problématique des données, mais ça c'est pas très important. Mais surtout ici, j'ai mon IMDB service qui est donc aussi fourni ici par mon autre module. Alors bon, là, je vous avouerai que pour des questions de temps et de la démo, on ne s'est pas trop foulé. On retourne une valeur fixe hardcodée, donc voilà. Mais bon, idéalement, il aurait fallu faire l'intégration avec IMDB, machin, etc. On a pris des raccourcis, on s'excuse. Mais voilà, au moins c'est clair. Donc ça veut dire que tous les films ont 7,7. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Voilà, donc normalement, alors ça, je vous avouerai que j'ai trouvé un bug juste avant la présentation, donc je ne sais même pas si ça marche, je vais le découvrir avec vous. Mais déjà ça compile, c'est déjà pas mal. Voilà, alors on va lui... tac, ok, alors, on va recharger ça. Alors, on va juste voir ici si mon type... Ah, non, ça n'a pas marché là. Est-ce que j'ai... j'ai peut-être un effet démo. Je vais essayer de recharger. Voilà. Ça va? Alors... On va voir si c'était... Ah voilà, c'était juste un problème de refresh parce que pendant que j'ai rechargé ici, Jaya n'avait pas encore déployé. Donc il a juste fallu que je refresh. Voilà, donc ici on voit... Alors un des grands avantages, c'est que vous avez vu, là, j'arrête pas d'attendre l'API, mais ma requête existante, elle fonctionne toujours. Ça, c'est vraiment l'avantage de GraphQL, quoi. C'est qu'ici, j'ai mes anciens clients qui ne connaissaient que ça, ils vont toujours fonctionner, alors que j'ai rajouté des champs. Alors que, par exemple, en REST, ce qui arrive souvent, c'est que si vous utilisez des librairies comme en Java Jackson, qui vont essayer de mapper des choses, puis qu'il y a des nouveaux champs qui apparaissent, ils vont vous faire des erreurs en disant « je ne sais pas quoi faire avec ce champ ». Donc ici, on peut dire justement que je vais récupérer le rating du film, donc on va quand même mettre le titre, parce que... Voilà, puis là on voit qu'ils ont tous 7,7. Ça, c'est pas très étonnant. Voilà. Dernière chose, on va revenir au slide. J'ai fini la démo, ça a marché. Voilà, donc ça on a vu, ça c'était juste des slides qui répétaient la même chose au cas où j'avais des problèmes avec... Voilà, donc pour résumer, donc on a pu étendre un schéma existant. On n'a pas eu besoin de modifier le type de haut niveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a toujours les mêmes accesseurs. Et on a rajouté des données qui venaient d'un autre service. On a donc évidemment une séparation du code et une séparation des équipes. Donc ça, c'est les ressources. Donc évidemment, pour Jaya, donc on a JContent qui est donc la partie CMS. Le GraphQL Core, qui est donc le projet qui implémente le gateway GraphQL. Et ensuite, ici, donc comme je vous ai dit, c'est un collègue à moi qui a fait les différents modules, le code de tous ces différents modules. Voilà, ça, c'est des ressources. Si vous voulez en lire un peu plus sur la fédération et sur GraphQL et les technologies qu'on utilise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que tes modules pour tes deux extensions dépendent du premier? Alors, au niveau de... Parce que là, j'en avais pas initialement, mais comme j'avais besoin d'appeler le service TMDB à nouveau, j'ai dû pouvoir accéder au service TMDB. Mais si j'avais pas besoin, ils n'avaient pas de dépendance. Non. Ok. Enfin, non, excuse-moi, il y a quand même le type. Il y a le type GQL Movie. Donc ils ont quand même une En dépendance. termes de type, du coup, pour ton module. Ouais, ils puissent accéder au... Ouais, ouais. Ouais, ça c'est difficile d'éviter. Hein. Mais dès qu'on a besoin d'étendre le type. Une autre question? Non? Ah, merci beaucoup. Pardon? J'avais une question par rapport à si on utilise ça pour récupérer du contenu contribué, donc pas de la data Ouais. d'un service, mais du coup plus quelque chose qui aurait été structuré par un contributeur. Ouais. Aujourd'hui, on fait plus ou moins ça en JSON, avec un composant un peu Mhm. un faux composant qui a un rendu JSON en fait. Ouais. Donc le contributeur il crée une page, il met le composant dans sa page et il contribue les propriétés du composant. Mhm. Est-ce que c'est plus facile de... Oui, alors là... Comment on peut créer des données dans le JCR justement pour pouvoir les requêter en GraphQL? Alors, Sans forcément créer des composants. donc là, il y a deux possibilités en fait. Soit c'est des données, on va dire, on a une API GraphQL JCR globale, c'est-à-dire, mais qui nécessite la connaissance de la structure du JCR. Donc là, ça veut dire que vous savez que ça sera un nœud, vous voulez accéder à un nœud qui aura des propriétés, etc. Maintenant, si par exemple c'est un commentaire, puis il y a un titre et puis le body du commentaire, puis vous, ça vous embête de voir des nœuds avec des propriétés qui représentent ça en GraphQL, on a ce qu'on appelle le SDL, en fait, qui est un système, c'est juste un descripteur qui permet de faire des mappings. Donc de dire, eh bien, pour le type commentaire, donc le type JCR commentaire, eh bien, je dis que le titre est mappé sur la propriété titre, et etc. Et donc après, on peut créer aussi... L'avantage de ça, c'est que ça permet d'éviter d'exposer la structure native du JCR à des développeurs front-end qui ne vont pas forcément la comprendre. Et donc il y a les deux possibilités. Mais là, par exemple, si vous voulez, je peux vous montrer rapidement, même si je suis un peu à la bourre là, mais ici on a... Oups. Dans le JCR ici, j'ai toutes sortes d'accesseurs à des nœuds, etc. Je peux requêter tout ce qui est dans mon contenu à travers cette API. D'ailleurs, nous, on l'utilise aussi dans nos nouvelles UI. On utilise ça. Et donc, vous avez toute la puissance. Il y a aussi les queries. Hein, donc, vous pouvez aussi faire des queries SQL2 ou XPath, etc. Avec cette API. Donc toute la puissance c'est vraiment, nous on standardise vraiment tout Jaya et pas encore Udemy, mais ça viendra, seront standardisés à travers des API GraphQL. Et ça c'est aussi l'autre avantage, c'est que quel que soit le produit que vous voulez accéder, vous pouvez utiliser le même code client. En fait, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Ok. D'autres questions? Ouais. Est-ce que c'est pareil que l'API REST d'avant? On ne bénéficie pas du cache Jaya quand on fait des requêtes? Alors, donc oui, c'est pareil dans le sens que ça utilise les mêmes backends. Donc il n'y a pas de cache front-end au niveau des requêtes, mais par contre il y a encore les caches back-end. C'est-à-dire qu'au niveau de Jackrabbit, il y a des caches qui cachent les objets les plus accédés. Donc si vous accédez souvent aux mêmes objets ou vous faites certaines queries. Alors pour les queries, il faut faire plus attention. Les queries, il n'y a pas de cache dessus. Donc les queries, il faut faire attention. Et là, généralement, soit il faut les limiter en taille, c'est-à-dire de faire vraiment des... Et ça, c'est aussi un des avantages, c'est que par défaut, si vous faites des queries, elles vont être limitées en taille. Et ce sera à vous de préciser si vous en voulez plus. Je ne me rappelle plus les tailles par défaut, mais c'est genre 10 ou quelque chose comme ça. Ce qui est beaucoup plus petit que les API REST qui vont vous retourner peut-être tout le truc. Et il y a aussi de la pagination dans l'API GraphQL qui n'est pas dans le REST. Oui, excusez-moi, il y avait juste monsieur d'abord. Est-ce que la fédération, c'est ça?
s'applique aussi aux mises à jour. Oui, donc nous, on respecte les contrats GraphQL. Je ne sais pas si c'est exactement votre question, mais c'est-à-dire que toutes les restrictions que je vous ai mis là, nous, on les respecte aussi dans les mises à jour. C'est-à-dire qu'on ne va pas enlever un champ ou on ne va pas changer la signature d'un champ. Si on le fait, c'est que c'est un bug. Et il faut qu'on le corrige. Mais non, l'idée vraiment, c'est qu'on respecte ça. Non, mais je veux dire aussi, dans GraphQL, on ne sait pas faire des mises à jour de données, pas seulement des queries. Ah, pardon, oui, on peut faire des mutations. Oui, on peut. Mutation, oui. Oui, excusez-moi. Donc, dans les types de premier niveau ici, on a donc 3 types, les queries, les mutations et les substitutions. Donc, les mutations, c'est des modifications. Donc là, si je prends le JCR, là, l'idée, c'est d'écrire. Donc là, on peut rajouter des nœuds, copier des nœuds, effacer des nœuds, etc. Bien sûr, il faut avoir les droits nécessaires pour le faire. Et puis les souscriptions, ça c'est un truc... alors ici, ça il faudrait que je vérifie l'état actuel parce que je crois qu'on en a certaines. Et les souscriptions, si vous voulez, c'est comme une query mais à laquelle on s'abonne. Et en fait, après c'est du push. C'est-à-dire qu'on va obtenir, s'il y a des nouveaux résultats qui matchent cette query plus tard, qui arrivent plus tard, eh bien on va les recevoir en push. Et donc par exemple ici, c'est fait pour les background jobs. Donc on a une souscription de background jobs. On demande les background jobs, ça va nous donner ceux qui sont en train d'être exécutés maintenant. Mais s'il y en a d'autres qui arrivent, eh bien, on va recevoir les nouveaux en push. Donc ça aussi, c'est très pratique pour tout ce qui est cluster, notification, toutes sortes de choses. Donc les souscriptions seront aussi quelque chose qu'on va étendre. Oui, pardon. Sur ce que vous avez montré, la sécurité, c'est de la même manière que pour la gateway, le GraphQL JCR. Oui, donc en fait, dans Jaya, on a un système qui s'appelle le Security Filter et qui protège nos accès aux API REST ou aux API GraphQL. En fait, c'est le même qui est utilisé pour les deux. Et donc après, on peut définir qui a accès à quoi, etc. Ouais. C'est aussi dans la même config qu'on va pouvoir restreindre l'accès. Ouais, c'est exactement la même pour les deux. Et on peut aller vraiment jusqu'au niveau du champ. Donc vous pouvez dire tel et tel champ il est accessible, tel et tel champ n'est pas accessible. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et ça c'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas spécifié au niveau GraphQL. C'est les implémentations qui doivent le faire.